La pieuvre est une réfutation vivante de nos conceptions habituelles du cerveau. Elle en a comme plusieurs, un central dans la tête, et les 2 tiers des neurones sont répartis sur ses 8 bras, chacun capable de penser localement, explorant le monde avec des ventouses qui non seulement s'agrippent, mais goûtent aussi la surface. Elle a 3 cœurs, 2 font circuler le sang à travers les branchies, un dans le corps. Son sang est bleu à cause du cuivre dans l'hémocyanine, efficace dans l'eau froide et pauvre en oxygène. La pieuvre change la couleur et la texture de sa peau presque instantanément, grâce aux chromatophores, iridophores et papilles musculaires. Une roche tachetée, une algue ondulante, une ombre de corail, tout cela, elle l'active comme des scènes lumineuses. Son corps est mou, sans os, ce qui lui permet de se faufiler dans des interstices où son bec passerait. D'où ses évasions documentées d'aquarium, y compris l'histoire de la pieuvre Inky, qui, selon les gardiens, a un jour trouvé une fissure dans son enclos et s'est glissée dans un drain vers l'océan. En laboratoire, elle dévisse les couvercles de bocaux, résolve des énigmes simples, distingue les gens. Certaines espèces transportent des moitiés de noix de coco, les empilant comme une armure portative, un rare exemple dans l'océan d'utilisation intentionnelle d'outils. Pourtant, leur vie est courte. Après la reproduction, les adultes déclinent rapidement et la femelle peut passer des mois à garder sa ponte sans chasser. Il y a aussi un côté dangereux. La salive de plusieurs espèces a un faible effet toxique sur leur proie, et celle du poulpe à anneau blé contient une neurotoxine particulièrement puissante, c'est pourquoi elle est étudiée avec soin par les biologistes et les médecins. Mais l'essentiel n'est pas sa monstruosité, mais la structure étrange de son esprit. Un cerveau réparti sur la peau et les bras qui ne voit pas tant le monde qu'il le palpe, le reconnaît et le réinterprète immédiatement, comme un scénographe. Fait 2. Le scarabée bombardier est un insecto doté de sa propre artillerie chimique, un moteur mini-réactif dans son abdomen. Dans sa partie arrière se trouvent 2 chambres. L'une stocke un mélange d'hydroquinone et de précurseurs de peroxyde, l'autre contient des enzymes, catalase et peroxydase. Lorsque le scarabée ouvre les clapets chitineux, les composants se rencontrent dans un réacteur, déclenchant en une fraction de seconde une violente réaction d'oxydation. La température monte presque à l'ébullition de l'eau, un jet caustique de benzoquinone se forme et, avec la tourelle abdominale, il le projette par impulsion courte, le tournant presque comme un tuyau d'incendie. Les enregistrements vidéo à haute fréquence d'image montrent qu'il ne s'agit pas d'un seul coup, mais d'une série de flashs dosés. C'est ainsi que le scarabée régule la pression sans détruire son propre réacteur. Le jet est accompagné d'un clic et d'un nuage de vapeur. Pour une grenouille ou une araignée, c'est comme une bombe au poivre soudaine avec un effet brûlant. La portée est de quelques dizaines de centimètres, mais à l'échelle du litière forestière, c'est une défense à longue portée. Le mythe de l'auto-inflammation est inexact. Il n'y a pas de feu, mais une détonation chimique contrôlée en milieu aqueux. Les ingénieurs en microfluidique étudient la conception du réacteur. La paroi chitineuse supporte des cycles de choc thermique et le mécanisme de valve ressemble à un moteur à réaction pulsée, où l'alimentation pulsée en carburant fournit une poussée stable. Les espèces apparentées varient la formule du mélange et la géométrie des chambres, ajustant les munitions à leurs prédateurs. Et ce n'est pas tout. Les larves de certains bombardiers trouvent le chemin des fourmilières, où elles se camouflent chimiquement. Un autre aspect silencieux de leur chimie, montrant à quel point l'évolution équilibre subtilement entre une décharge assourdissante et une mimique invisible d'odeur. Troisième fait. La crevette manteau est une combinaison de vision supérieure et de physique d'impact dans un corps de la taille d'une paume. Ses yeux sont sur des pédoncules mobiles et chacun voit comme 3 caméras à la fois. Un œil possède 3 zones qui fournissent une triangulation et une perception de la profondeur sans l'aide du second. Il n'y a pas 3 récepteurs comme chez nous, mais une douzaine ou plus, y compris l'ultraviolet, ainsi qu'une sensibilité à la polarisation linéaire et circulaire de la lumière. À une telle fréquence, de nombreuses créatures sont littéralement transparentes et la crevette manteau lit les motifs invisibles pour nous sur les carapaces de ses voisins. Mais elle n'est pas célèbre pour cela. Chez les espèces marteaux, les membres antérieurs se replient comme un ressort dans une arbalète et, au moment de l'attaque, se déploient à des vitesses de plusieurs dizaines de mètres par seconde, générant une surcharge de milliers de jets. L'impact est accompagné de cavitation. Une bulle apparaît dans l'eau qui s'effondre instantanément avec une onde de choc et un bref flash de lumière. L'effet de sonoluminescence.
La bulle frappe la proie presque comme un second point, c'est pourquoi la coquille d'escargot se fissure même si elle ne cède pas facilement. En aquariophilie, ces prédateurs pans sont logés dans de l'acrylique épais. Le verre fin peut être dommagé et les pierres peuvent être déplacées pour construire des terriers fortifiés. Il y a aussi des lanceurs. Leurs pattes épineuses transpercent instantanément une crevette ou un poisson. Le comportement est presque d'ingénierie. Ils marquent les portes avec des motifs polarisés, reconnaissent les voisins. Chez certaines espèces, les couples partagent un passage commun pendant des années, comme une forteresse familiale. Le mythe de la super précision des couleurs est discutable. Les recherches montrent qu'un grand spectre n'est pas nécessairement une palette fine de nuances, mais plutôt un feu de signalisation rapide, distinguant instantanément le soi étranger et les cibles sur fond de reflets. La nature ici semble avoir inventé l'arme deux fois, d'abord dans les muscles et les leviers, puis dans l'eau elle-même, la transformant un instant en explosif. Quatrième fait. La rate-top nue est un mammifère qui transgresse presque toutes nos règles de mammifère. Elle vit sous terre, en Afrique de l'Est, construisant des tunnels à plusieurs niveaux de centaines de mètres de long, et est organisée comme une fourmilière. Il y a une reine, des ouvrières et des soldats. La reproduction est supprimée chez tous sauf chez les élus. Elle maintient mal sa température corporelle, un animal quasi poikilotherme, mais supporte parfaitement l'étroisseur, le dioxyde de carbone et le faible taux d'oxygène. En cas d'hypoxie, ces cellules passent par une voie alternative, brûlant efficacement le fructose et continuant à fonctionner là où d'autres mammifères suffoquent déjà. Lors d'expériences, les colonies ont survécu à des chutes de niveau d'oxygène et des individus isolés ont résisté à l'anoxie totale pendant des minutes, un phénomène inédit pour les animaux à sang chaud. Sa peau réagit peu aux acides et à la capsaïcine, l'évolution a désactivé la douleur chimique dans des conditions de terrier étouffant où les gaz caustiques auraient été une torture constante. Elles vivent beaucoup plus longtemps que les rongeurs de taille similaire, des décennies, et conservent leur forme physique longtemps, montrant un vieillissement ralenti. Les cas de cancer sont rares chez elles, ce qui est attribué, entre autres, aux molécules d'hyaluronane exceptionnellement longues dans leur tissu et aux particularités de la surveillance cellulaire. Son anatomie est purement utilitaire. D'énormes incisives externes creusent et ses lèvres se ferment derrière les dents pour empêcher la terre d'entrer dans sa bouche. Ses moustaches et vibrisses sur son corps servent de radar dans l'obscurité totale. Au sein de la colonie, les rôles sont clairs, les soldats se jettent sur les serpents, les ouvrières transportent des tubercules et des briques fécales pour renforcer les murs. Cet animal n'est pas mignon, mais extrêmement fonctionnel. Sa physiologie est un manuel de survie dans un monde où l'air est cher, la lumière rare et l'ordre de la colonie plus précieux que les habitudes individuelles. Cinquième fait. La baleine à bosse est une ingénieure du son et des bulles, transformant l'océan ouvert en une scène acoustique et une salle à manger simultanément. Les mâles chantent de compositions longues et répétitives, chacune structurée comme une chanson pop, motifs, refrains, variations. Elles durent de 10 à 20 minutes et tournent pendant des heures, et surtout, elles changent de saison en saison selon les lois de la mode culturelle. Dans la Pacifique Sud, les scientifiques ont constaté comment un tude d'une région, en quelques années, se déplaçait sur des milliers de kilomètres, de l'Australie à la Polynésie et au-delà, supplantant les anciennes versions. Mais cette chanteuse a aussi le métier de chasseuse. Dans certaines populations, les baleines chassent avec des filets de bulles. Un animal respire en spirale, dessinant un mur sifflant dans la colonne d'eau, un autre émet un appel qui rassemble le banc, et plusieurs autres remontent par le bas pour que tout le groupe s'élance la gueule ouverte dans l'écume blanche. À cet instant, l'anatomie entre en jeu. Les sillons de la gorge s'ouvrent comme des soufflets, la gorge s'élargit, des dizaines de litres d'eau avec des harengs entrent sous la fanon, et une seconde plus tard, l'eau est filtrée vers l'extérieur et les corps argentés restent sur une étagère de plaques cornées. Leurs longues ailes gris-blanc, les nageoires pectorales, jusqu'à un tiers de la longueur du corps, agissent comme des plans de gouvernail et des freins. Et sur leur peau bosselée se trouvent des vibrisses solitaires, des capteurs qui aident à sentir les courants. Les migrations mènent les baleines à bosse des latitudes froides et riches en nourriture vers des eaux de reproduction chaudes et presque vides sur des milliers de kilomètres par la mémoire et le son. Pendant les plongées, l'économie d'oxygène classique des mammifères marins s'active, le rythme cardiaque ralentit, le sang est redistribué vers les organes vitaux.
Et une autre caractéristique qui ne correspond pas au manuel. Selon les observations sur le terrain, les baleines à bosse interviennent souvent dans les chasses des orques, dispersant le groupe attaquant ou protégeant le petit d'un autre individu, parfois même d'une autre espèce. Les motivations de ce comportement font débat, mais le fait lui-même montre comment dans ce corps coexistent la voie de la culture, la physique des bulles et les improvisations sociales. Fait 6. Le tardigrade est une créature de la taille d'un grain de mousse, mais dotée d'un mode de survie qui en fait un symbole de résilience extrême. Il possède 8 pattes munies de minuscules griffes, un corps arrondi et une bouche en forme de stylet. Sous la protection d'une feuille, il avance lentement, tel un tank en peluche, tant que le monde est humide et familier. Mais dès que l'eau disparaît, la cryptobiose s'enclenche. L'animal se roule en barillet, réduit son activité à presque zéro, perd la majeure partie de son eau et se vitrifie littéralement. La recette varie selon les espèces. Certaines utilisent le sucre très-allose, d'autres des protéines spéciales, TDP, qui, en séchant, forment une matrice vitreuse et soutiennent physiquement les molécules, les empêchant de se briser. De plus, la protéine D-sup, damage suppressor, a été découverte. Dans des expériences, sa version, transférée à des cellules humaines, a réduit les dommages à l'ADN causés par les radiations, suggérant comment les tardigrades survivent à des doses mortelles pour la plupart des animaux. Dans ce barillet, certaines espèces supportent le vide, les pressions extrêmes, les radiations ultraviolettes cosmiques et le froid proche du zéro absolu, à condition que le choc ne soit pas trop prolongé. Il y a aussi l'histoire de l'exposition à l'espace. Lors d'expériences menées par des chercheurs européens, des tardigrades ont repris vie après avoir été exposés en dehors d'une capsule hermétique en orbite, ce qui est en soi incroyable pour un animal doté de cellules, de membranes et d'enzymes. Cependant, le mythe de l'invincibilité est faux. L'eau bouillante, les radiations prolongées, la surchauffe, les dommages mécaniques et les changements d'environnement trop brusques les tuent. Toutes les espèces ne sont pas également résistantes et leur capacité de résistance a une limite. Mais la technique elle-même, qui consiste à geler temporairement la chimie de la vie, à emballer les pièces vulnérables dans du verre et à attendre, rappelle une technologie du futur perfectionnée par la nature dans une créature minuscule, presque invisible et télescopique entre les nervures d'une feuille. Septième fait. La termitière de certaines espèces africaines n'est pas juste un tas de terre, mais une ville-usine respirante où l'organisme vivant gère le climat et l'agriculture. Sous la tour d'1 mètre d'argile et de salive se cache un labyrinthe à plusieurs étages de tunnels, de chambres et d'artères. Et au centre se trouvent des parterres humides avec des champignons du genre Termitomys. Les termites mâchent de l'herbe sèche et du bois en compost, l'ensemencent avec du mycélium, puis mangent eux-mêmes la masse prédigérée par le champignon. Pour maintenir une météo stable pour cet atelier agricole, toute l'architecture fonctionne comme d'énormes poumons. Le jour, le réchauffement solaire des parois fait monter l'air chaud par des canaux, évacuant le dioxyde de carbone et l'humidité. La nuit, le refroidissement inverse le sens des courants et l'air frais est aspiré par de nombreux pores dans les parois. L'enveloppe poreuse, les puits et les branchies latérales forment un système de tirage naturel qui, sans ventilateur ni électricité, maintient une plage étroite de température et d'humidité nécessaire à la ferme de champignons et aux larves. Ce n'est pas des architectes qui gèrent cela, mais la simplicité collective. Chaque ouvrier transporte de minuscules boules de matière première, s'orientant par les odeurs et les flux. Là où l'on sent un courant d'air, on ajoute une brique, là où il y a stagnation, on perce un trou. À l'intérieur règne une stricte hiérarchie. Les soldats aux énormes mâchoires assurent la défense, tandis que la reine, gonflée jusqu'à l'immobilité, pond des œufs au rythme d'une usine. Après les pluies, le champignon forme des chapeaux aériens, des parachutes à spores qui émergent de l'herbe autour de la termitière, tels des phares d'un cycle achevé. Le mythe d'une température éternelle et absolument constante n'est pas exact. Il y a des fluctuations et l'architecture fonctionne différemment selon les espèces. Mais le principe lui-même, la ventilation passive avec rétroaction, a déjà inspiré les humains. Des bâtiments célèbres dans les villes chaudes sont conçus avec des puits, des façades poreuses et une inertie thermique sur le modèle des tours de termites, économisant de l'énergie là où les climatiseurs décidaient autrefois de tout.
La nature montre ici une merveille d'ingénierie. Sans plan, sans cerveau principal et avec juste un ensemble de scies à l'or, des millions de petits constructeurs maintiennent à flot le climat, l'agriculture et la défense sous une unique peau d'argile. Fait numéro 8. L'axolotl est une salamandre bloquée dans sa jeunesse, qui a transformé cette erreur de croissance en une superpuissance de réparation. Il vit dans les canaux froids de Mexico, conservant ses caractéristiques larvaires toute sa vie. Ses branchies externes et dentelées ondulent, sa queue est aplatie, sa peau est fine et son museau arbore un masque de surprise éternelle. Mais l'essentiel est caché dans ses cellules. S'il perd une patte ou une partie de sa queue, il ne répare pas la blessure avec une cicatrice comme la plupart des vertébrés, mais remonte le tissu jusqu'à son plan d'origine. Au bord de la plaie se forme un blastème, une couche de cellules qui perdent leur spécialisation et deviennent une sorte de précurseur, capable de redonner de l'os, du muscle, du nerf et de la peau. Au fur et à mesure de sa croissance, l'innervation se connecte à la régénération. Les fibres nerveuses non seulement redonnent la sensibilité, mais semblent dicter le plan de la zone, guidant l'assemblage. En laboratoire, des cellules ont été marquées avec des traceurs fluorescents et l'on a observé comment les fibres musculaires adultes reviennent à leur état de précurseur avant de mûrir à nouveau, presque comme si le cadre temporel du tissu était réversible. L'axolotl parvient à réparer les dommages à la moelle épinière, des parties du cœur et des yeux en évitant l'inflammation chronique. Ces cellules immunitaires fonctionnent différemment, comme si elles supprimaient la cascade qui, chez nous, provoque une cicatrice rigide. Si nécessaire, il peut être poussé à la maturité par des hormones thyroïdiennes. Il sort sur Terre et perd ses branchies, mais dans la nature, il conserve son mode de vie aquatique car il y est plus en sécurité et stable. Dans les canaux urbains, l'espèce est menacée. Son fragile écosystème s'érode et les poissons exotiques dévorent les larves. Et c'est paradoxal, le symbole de la régénération est vulnérable. Le mythe de l'immortalité est exagéré. Les infections, la surchauffe, les poisons ou la vieillesse finissent par l'emporter. Mais la technique même de redonner au tissu endommagé la mémoire de sa construction initiale fait de cet adolescent sous-marin souriant l'un des modèles les plus importants en biomédecine et un indice vivant que la réparation sans cicatrice est possible. 9e fait. L'ornithorynque est un animal qui semble assemblé à partir de traits incompatibles, mais toute cette salade fonctionne parfaitement. C'est un mammifère qui éclot d'un œuf et nourrit de lait, mais sans mamelon. Les glandes mammaires s'ouvrent directement sur la peau et les petits lèchent le lait sur la fourrure de la mère. Sous l'eau, il chasse les yeux, les oreilles et les narines fermées, s'orientant non par la vue ni l'ouïe, mais par l'électroréception et la mécanosensibilité de son bec corné. Les faibles champs électriques des contractions musculaires d'une crevette ou d'une larve dessinent une carte de mouvement précise sur son panneau facial, et les sensibles récepteurs de pression détectent les minuscules perturbations de l'eau. Les scientifiques ont montré qu'ils combinent ces deux canaux, calculant la trajectoire de la proie par les déphasages et les décalages temporels des signaux, comme un radar sous-marin miniature. Les ornithorynques adultes n'ont pas de dents. Ils collectent de petites créatures du fond avec des cailloux et broient la nourriture avec des plaques osseuses comme une meule manuelle. Les mâles ont des éperons sur les pattes arrière avec une glande venimeuse. Le venin ne tue pas l'homme, mais provoque une douleur longue et insupportable, servant probablement d'arme dans les combats de parade nuptiale. À l'intérieur, il est encore plus surprenant. Il n'a pas de poche gastrique productrice d'acide à part entière. L'œsophage passe presque directement à l'intestin, le génome porte des traits reliques des premiers mammifères et l'ensemble des chromosomes sexuels est complexe et ressemble à une chaîne de plusieurs paires avec des similitudes avec le système aviaire. Sous la lumière d'une lampe UV, sa fourrure émet une lueur vert-bleu, ce qui est rare chez les animaux. Il vit dans des terriers sur les rives de l'est de l'Australie et de la Tasmanie, creusant de longs tunnels avec une entrée sous-marine et une chambre de nidification sur une étagère. En le regardant, on a envie de parler de show de monstres de l'évolution, mais il est plus correct de parler de la ramification de l'ancien arbre des mammifères, où un chemin a concerné les œufs, le venin et l'électrosensibilité, tandis qu'un autre a donné le manteau de fourrure, le sang chaud et le lait. L'ornithorynque a simplement conservé les deux lignées et les a combinées en un organisme très fonctionnel et très étrange. Fait 10e. L'indicateur de miel africain est le seul partenaire sauvage de l'homme dans la chasse, qui nous appelle à la proie et en reçoit une juste part.
Dans les savanes et les forêts de Miombo, il s'approche des gens, émet des signaux de claquements spéciaux et, volant en zigzag, les guide montant sur les branches et se faisant entendre à nouveau jusqu'à ce qu'un peu plus loin, une cavité d'abeilles sauvages soit découverte. Les gens répondent par leur ancien cri, qui varie selon les peuples, et des expériences sur le terrain montrent que l'appel correct augmente considérablement les chances que l'oiseau commence à guider et mène au nid de miel. Ensuite, la partie humaine du rituel entre en jeu. Fumée, hache, bâton pointu et, à la fin, le trophée doré collant. L'oiseau attend à proximité et se nourrit de ce dont nous avons le moins besoin, cire, larves, nymphes, fragments de rayons. C'est un régime alimentaire rare pour les oiseaux, car digérer la cire n'est pas facile, mais les indicateurs de miel ont des solutions enzymatiques et microbiennes à ce problème. Il est surprenant que cette coopération soit codée culturellement. Là où la tradition disparaît, les indicateurs de miel cessent de communiquer avec les humains. Dans les endroits où elle est précieusement conservée, les deux partenaires se lisent comme dans un livre. De plus, l'oiseau a un côté sombre dans son évolution. Comme le coucou, il pond ses œufs dans les nids d'autres espèces, et les oisillons qui éclosent sont équipés d'un crochet pointu sur leur bec et éliminent les concurrents hôtes afin de recevoir toute la nourriture pour eux seuls, une stratégie dure mais typique des parasites de nid. Un large mythe folklorique raconte que les indicateurs de miel mènent les gloutons à la miel. Il y a peu de confirmation scientifique à cela, leur principal allié reste l'homme. Ce qui est frappant dans cette histoire, ce n'est pas l'amitié en soi, mais l'ajustement comportemental précis de deux espèces. Notre langage d'appel et leur langage de réponse se sont réunis dans un algorithme commun de recherche de ressources qui fonctionne mieux que chaque espèce séparément, transformant la forêt en un espace de négociation entre l'aile et la main.